tous, c'est le boxeur Zen, anciennement le boxeur du grenier, toujours dans le grenier, en hiver il fait froid, en été il fait chaud, et là franchement, je sais pas si vous voyez la fumée, ça caille. J'ai toujours pas mis le chauffage, et oui, vous savez, nous les pauvres, les cendrants, enfin, moi j'ai toutes mes dents quand même. Mais on est obligé de faire des économies partout, et le gaz coûte très cher. Voilà, et j'ai une grande maison, très mal isolée, avec beaucoup de hauteur de plafond. Et je sais pas pourquoi je parle de ça, ça n'a rien à voir avec le sujet, alors que je m'étais promis de justement pas faire trop de digressions. Donc j'en viens au cœur de la motivation de cette vidéo, c'est que depuis quelques temps je me suis mis à suivre Cro-Blanc, et notamment ses lives, j'ai même fait des dons. C'est la première fois que je mets vraiment de l'argent dans les mouvements de droite, on va dire. Parce que comme moi-même je produis un petit peu de contenu vidéo et que je sais ce que ça représente comme travail et comme effort, j'estime que la qualité du contenu de Cro-Blanc vaut en fait une rétribution. Et de tous les mecs que j'ai suivis de droite, c'est la personne avec qui je me sens le plus d'affinité, de points communs, et en fait c'est la personne que, pour l'instant en tout cas, j'apprécie le plus. Et je voulais parler un petit peu de toute cette ambiance de merde qu'il y a en ce moment, enfin ambiance de merde, disons de tous ces clashs, de toutes ces espèces de dénonciations qu'il y a au niveau de la bulle des youtubeurs de droite, on va dire. Et donc avec cette histoire, surtout de dénonciation de Raptor. Alors je voulais revenir justement sur le live qu'a fait KB l'autre jour, où il a parlé du Raptor et de son podcast. Alors il se trouve que justement son podcast m'avait été recommandé par un ami, et j'avoue que les trucs qui durent 1 heure et demie, voilà, j'ai autre chose à foutre. Et j'ai pas forcément le temps d'écouter des podcasts, etc. Bref. Et l'autre jour, justement, Cro-Blanc a fait une petite vidéo, enfin dans son live, il a diffusé des extraits, des extraits bien choisis, un petit best-of de certaines phrases du Raptor, et ça l'a fait énormément réagir, parce qu'en fait il y avait deux visions complètement différentes qui s'affrontaient. Mais avant de parler de ça, je voudrais faire un petit retour en arrière, et je voudrais d'abord parler un petit peu de mon poteau, je sais pas comment l'appeler, le roi des naines, le gourou de la secte, notre ami Jean-Marie Corda, que je salue et que je soutiens toujours, que je défends bec et ongle, malgré sa position extrêmement débattue, critiquée, et malgré toute la bave qui se prend dans la gueule. Voilà, moi je continue de soutenir Jean-Marie Corda. Alors je sais que j'ai une propension et pas une proportion, à être un peu fanboy, comme là en ce moment c'est KB, avant c'était Jean-Marie Corda, et en fait dans ma vie ça a toujours été comme ça. Donc déjà j'aime beaucoup le rapport de maître à disciple, j'ai été longtemps dans les arts martiaux, et voilà je pense, et puis j'ai grandi aussi avec ce modèle, peut-être, vous savez, Tortue Géniale Sangoku, ou Karate Kid avec Maître Miyazaki, Jean-Claude Van Damme, non c'est dans Kickboxer Miyazaki, non Miyazaki, qu'est-ce que je raconte, Miyazaki c'est les dessins animés. Comment il s'appelle le chinois qui enseigne dans le karaté? Miyagi? Peut-être Miyagi, ouais. Bon, peu importe, mais vous voyez de quoi je parle, ce rapport de maître à disciple qu'il y a dans les arts martiaux, moi c'est toujours un truc qui m'a branché, et en fait dans ma vie, j'ai toujours plus ou moins trouvé des gens qui étaient des guides, des gourous, et voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors peut-être je suis un gros pigeon, peut-être je suis très naïf, et peut-être que j'ai tendance à gober un peu tout et n'importe quoi. C'est très possible. Mais voilà, donc je voulais juste revenir sur Jean-Marie Corda, parce qu'en fait, il a fait DBL. J'avais fait une vidéo à l'époque pour parler un petit peu de DBL. Donc DBL, c'était l'idée de créer une communauté de gars qui allaient pouvoir en gros bosser ensemble. Ça s'est terminé parce que Jean-Marie a décidé de fermer le truc, parce que ça correspondait pas à l'idée qui se faisait. Je pense qu'il y avait peut-être trop de gens là-dedans qui étaient pas, on va dire, qui apportaient peut-être pas assez de plus-value. Et c'est vrai que moi je suis arrivé là-dedans extrêmement enthousiaste. À cette époque-là, Jean-Marie mettait beaucoup l'accent sur parler anglais. Moi j'étais prof d'anglais, se prendre en main, être dans les sports. Moi j'avais déjà quand même beaucoup d'autodiscipline du fait de mes pratiques martiales. Voilà, j'avais quand même du vécu, j'avais le fait d'avoir vécu à l'étranger, nanana, des enfants, tout ça. Enfin voilà, je pensais arriver avec vraiment des choses à partager avec les gens. Et dès le début sur le forum, j'étais très actif, etc. Et donc,
Mais voilà, ça n'a pas pris la tournure qu'il désirait. Cependant, si je regarde vraiment ce que lui fournissait en termes de qualité, et bah c'était quand même pas mal. Déjà, il y avait un forum qui était... alors déjà, l'entrée était pas chère, je crois que c'était 20 euros. Donc il y avait une toute petite barrière à l'entrée, juste pour pas avoir de trolls, voilà, de gens qui venaient là pour foutre la merde, juste avoir des gens qui étaient vraiment, on va dire, sérieux. Donc déjà, il y avait plusieurs formations qui étaient ouvertes, notamment celles sur un petit peu la discipline par rapport à la façon de s'organiser quand on veut travailler, etc. Alors effectivement, il y avait tout le délire de se lever très tôt, douche froide, machin, nanana. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent, qui se moquent de ça. Bon, après, chacun en pense ce qu'il veut, franchement, ça m'est égal. Le forum était vraiment bien foutu, c'était divisé en différentes sections, avec différents sujets. Il y avait aussi toutes les sections dans tous les pays de l'Est, voilà, si on voulait se rapprocher de l'une d'elles, etc. Et donc, comme je disais la dernière fois, ce qui m'avait attiré chez Corda, c'est que c'est un modèle de virilité. Parce qu'à un moment donné, quand t'es de droite et que tu commences à réfléchir, etc., forcément, à un moment donné, tu tournes en rond et tu te poses la question de l'action. L'action, qu'est-ce que je mets en place clairement dans ma vie? Et donc, comme je disais dans ma vidéo, je parlais des belles, et ben Corda, il arrivait quand même avec une solution concrète, réelle, qui était l'expatriation et qui est tout à fait une option valable, digne d'intérêt, rationnelle. Enfin voilà, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut reprocher, si ce n'est après sur le plan, on va dire, des valeurs morales, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, au moins, il y avait une espèce de porte de sortie, voilà, quelque chose qui donnait l'impression, en tout cas, de ne pas rester à stagner dans son marasme, et à se prendre la tête, à tourner en rond et à pas de voir d'issue. Bref, pourquoi je parle de ça? Parce que ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui présidait à cette démarche. Et alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont penser que je suis naïf et voilà, que je me fais rouler dans la farine, etc. Peut-être, c'est très possible. Mais pour moi, la démarche de Corda, elle procédait quand même d'une forme d'amour. Et d'ailleurs, son programme, c'était DBL, c'était Domination by Love. Donc en fait, l'amour était quand même central dans sa démarche et dans sa philosophie. Alors peut-être, il y en a qui vont dire, c'est du marketing, machin. Moi, je pense qu'il y a une vraie sincérité pour lui de faire en sorte que les gens qu'il estime euh, trouvent des solutions. Après, on peut critiquer la démarche, la méthode, etc. Mais je pense que vraiment l'intention première, c'était de aider les frérots, quoi. Et de faire quelque chose pour eux. Après, effectivement, comme disait KB, bah ouais, c'est pas parce que toi, ta méthode, elle a marché pour toi, qu'elle va marcher pour quelqu'un d'autre. Là, on arrive sur quelque chose peut-être un peu plus de l'ordre du spirituel, de la destinée, du libre arbitre, qui est un thème en ce moment qui m'obsède un peu, en fait. Et c'était aussi l'idée quand même centrale de créer une communauté. Et donc avec Cro-Blanc, la démarche est plus de créer une communauté simplement de gens qui ont des affinités au niveau de leurs idées. Et en fait après c'est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de ligne directrice, il n'y a rien, c'est juste les gens s'organisent, se voient, etc. Donc moi j'ai intégré cette communauté-là, donc déjà la différence c'est que c'est gratuit. Et puis après bah, chacun se démerde. Voilà. Donc pour l'instant bah, je suis dans l'attente de la suite des événements. Je pense que ça va bien le faire. J'ai déjà vu qu'il y avait des gars pas très loin de chez moi, donc franchement, si on pouvait se rencontrer réellement de manière physique dans le réel, ça serait chouette parce que, en fait, c'est ça surtout, quoi, quand on se sent un petit peu isolé, à un moment donné, le virtuel, converser avec des gens via des messageries et tout, ça a ses limites, quoi. À un moment donné, on a envie de boire des coups ensemble, de rigoler, voilà, vous voyez, la vie, quoi. Et donc, pour moi, ça préside, enfin, les intentions qui président aux démarches. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est KB lui-même qui a mis en place tout ça, mais en tout cas, clairement, c'est pareil. C'est une démarche d'amour, cette communautarisation. C'est l'idée que, voilà, on a envie d'être ensemble. Vous voyez, ça part de. Pour moi, ça reste une démarche d'amour, pas au sens romantique, bien sûr, mais au sens plus spirituel. Et donc ce qui débecte KB et moi aussi que je trouve un peu dégueulasse, effectivement, c'est cette idée de être un mec de droite, avoir une commu, donc de mecs de droite, et puis les exploiter, quoi. Euh, et effectivement, le podcast que j'ai entendu du Raptor, là, les extraits, en fait, m'ont vraiment un peu ouais, choqué, hein, je dirais choqué. Et du coup, ouais, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans mes élucubrations précédentes, quand je parlais du tournant du développement personnel que prend la droite, et ben là on a un exemple assez frappant. Et donc dans son podcast, en fait, il se vantait d'avoir
fait une chaîne qui a fait des millions de vues, d'avoir lancé son business. Et son podcast vraiment suintait le mépris. Le mépris des gens qui, je sais pas, selon lui, ne se donnent pas les moyens d'arriver en haut de la pyramide. Donc il y avait une vision de la société comme ça, très pyramidale, où il y avait en haut les gens très riches qui dirigent, les puissants, etc. Et en fait, KB disait, ouais, mais attendez, est-ce que cette échelle-là, c'est l'alpha et l'oméga? Est-ce que c'est un absolu? Et il donnait cet exemple extrêmement pertinent. Il disait, alors à ce moment-là, et j'en sais rien, les Epstein, les mecs comme ça, qui sont dans des réseaux pédophiles et qui sont millionnaires, multimillionnaires, c'est le haut de la pyramide, et en bas de la pyramide, il y a l'abbé Pierre qui a jamais gagné un sou de sa vie. Et donc je me dis, tu fais tes 10 000 pas, pendant, je sais pas, 1 heure et demie, t'entends un mec en fait qui est là, moi, et toi, fils de pute, fils de pute, fils de pute. Alors c'est pas adressé directement à l'auditeur, vous voyez, mais le simple fait qu'il utilise ce langage, hyper ordurier et qui suinte le mépris, je pense que simplement énergétiquement, ça peut pas être bon, quoi. Vous voyez, Corda, il est pas comme ça. Alors, je sais, dire que je suis un fanboy de Corda, mais Corda est pas comme ça. Déjà, il est pas vulgaire, et il est pas méprisant. C'est pas quelqu'un de méprisant. Enfin, voilà, moi en tout cas je le ressens pas du tout comme ça. Et KB c'est pas non plus quelqu'un de méprisant. C'est un mec qui est très entier, il peut être, on voit bien que c'est un sanguin, il prend des tours et tout, et il est génial dans ces moments-là, mais clairement c'est pas quelqu'un de méprisant. Parce que justement, comme il le dit lui-même, voilà, lui il vient vraiment de milieux pauvres. Donc il a connu un petit peu voilà, ces choses-là, il a ce vécu-là. Et je trouve effectivement qu'il y a une arrogance là chez le Raptor absolument incroyable, quoi. Alors, le mec, oui, oui, bon, c'est bien ce qu'il a fait, mais il a 10 fois plus le melon que Soral, quoi. C'est quand même. Et lui, il a pas écrit, je sais pas, 50 bouquins, et bah, voilà, faut le savoir. Et donc, pour continuer sur ce thème du développement personnel qui est en train d'envahir le YouTube de droite, enfin tout le cercle droitard, je voulais vous parler encore une fois du Sacre du Dragon Vert d'Éric Barret, parce que c'est vraiment des claques ce truc. Et donc je reprends mon point sur le développement personnel, et après je vous lirai un petit passage du livre d'Éric Barret pour continuer un petit peu sur cette thématique. Donc j'avais déjà dit, pour moi, le développement personnel, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est en premier lieu, enfin moi dans les premiers trucs que j'ai lus, c'est du bouddhisme sans Bouddha. C'est en fait de la spiritualité sans les panthéons qui leur sont généralement accolés. Et donc bref, quand le développement personnel c'est du bouddhisme sans Bouddha, j'ai envie de dire, bon, c'est pas si mal. Mais le truc c'est que dans le développement personnel, eh ben, en fait c'est un peu comme tout, à chaque fois qu'il y a un marché, eh ben, le capitalisme s'engouffre dans la brèche, hein. Vous voyez, on a des rayons halal à Carrefour. C'est pas de l'altruisme envers les musulmans, c'est juste que voilà, il y a un marché, on se met dessus. Et bah avec le développement personnel, en fait, c'est la même chose, et même je dirais avec la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est devenu aussi un business. Et donc, on vous emmène dans tout un tas de chemins. Alors, tu vas essayer de retrouver ta vie antérieure, tu vas reconnecter à ton enfant intérieur, tu vas refaire des constellations familiales, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et en fait, vraiment, tu vas aller consulter des spécialistes de ci, de ça. C'est infini, et on peut vraiment facilement se perdre là-dedans. Et en fait, de la même manière, il y a le volet plus motivateur. Vous voyez, des mecs, donc le discours du Raptor, sors-toi les doigts du cul, deviens ci, deviens. La recherche de se devenir, la recherche d'accomplir, d'être enfin réaliser son plein potentiel, d'être la personne qu'on doit être et pas celle qu'on est. Voilà, tout ce discours-là. Finalement, on le retrouve dans les deux versants, que ce soit le versant spirituel, puisque finalement, ces recherches, comme je disais, de l'enfant intérieur, de je ne sais quoi, les mondes, enfin voilà, des choses qui essaient d'atteindre du métaphysique. En fait, c'est toujours pareil. Ça veut dire que la personne que vous êtes au moment où enfin, dans le présent, n'est pas satisfaisante, n'est pas convenable. Vous êtes toujours dans la quête de devenir autre chose. Et dans les sketchs, ouais, c'est des sketchs quelque part. Les speeches de motivation, c'est la même chose. C'est en fait la personne que vous êtes, ça ne convient pas, vous devez devenir plus. Voilà. Donc ça, en fait, c'est complètement antinomique avec la vraie spiritualité, qui est en fait un dépouillement, justement, des illusions. Donc c'est pas en rajoutant des couches d'ego qu'on va arriver à quoi que ce soit. Bref.
Et si je viens en plus mêler à ça la question de l'action, parce qu'à un moment donné, ouais, c'est cool la spiritualité, mais si ça prend pas corps dans ta vie et que ça se manifeste pas par vraiment des changements au sens réel, bon, c'est quoi l'intérêt, quoi? Ça, sinon, c'est de la parlotte intellectuelle, c'est de la branlette, quoi. Donc voilà ce que nous dit Eric Barret. Je vous lis ça parce que c'est quand même. Enfin, c'est bon, bref, vous allez bien voir. On vit une époque très sombre. Donc il y a une journaliste qui pose des questions, d'accord? J'ai compris que c'était une femme, hein, d'avoir lu le bouquin. Peu importe. Qui a par le fait même son côté lumineux. Donc je reprends. On vit une époque très sombre. Qui a, par le fait même, son côté lumineux, mais sombre au plan politique et social. Est-ce que vous croyez que l'on a beaucoup d'espoir de se sortir de cette crise de fin de siècle et de millénaire? Donc voilà ce que répond Eric Barret à cette question. J'espère que non. Franchement, il me tue, ce gars. Parce que finalement, ce qui est sombre, c'est la prétendue recherche spirituelle. On arrive sur ce dont je parlais. Ce qui est sombre, c'est de voir des professeurs de yoga à tous les coins de rue. Ce qui est sombre, c'est le channeling. Ce qui est sombre, c'est la recherche spirituelle moderne. C'est cette espèce de fuite de l'instant. D'accord? Donc c'est un petit peu ce que je disais quand je vous disais, oui, en fait, vous êtes dans le devenir cette personne si incroyable, vous êtes constamment dans le futur, dans le fantasme. Par contre, ce qui est merveilleux, ce qui est auspicieux, c'est la guerre qui s'approche. Donc la guerre qui s'approche, c'est merveilleux. Ah, c'est un ouf. Mais ouais, c'est vraiment compliqué. Hein. Faut pas avoir de préjugés, faut être sans jugement. Lui, il est comme ça, vous voyez. Mais c'est tellement difficile. Faut accepter que c'est difficile, il faut avoir cette humilité. C'est la guerre, ce sont les cataclysmes qui viennent parce qu'ils remettent profondément en question l'être humain. Ils lui font poser de véritables questions. Tout le reste le fait dormir. Donc c'est un petit peu ma théorie sur l'élastique, vous savez, la tension. Donc là, en fait, on a une tension, elle est carrément au niveau de l'humanité entière, quoi. Il faut qu'il soit très clair que l'état du monde, c'est sa chance. Si les dieux font bénéficier le monde de ces mouvements, c'est le cadeau suprême. Malheureusement, il y a des époques où le cataclysme est la seule manière d'amener un questionnement. Dans leur générosité, les dieux vont, je pense, nous aider de plus en plus dans ce sens-là. Tout ce romantisme de yoga, de l'Orient, de la spiritualité, toutes ces techniques spirituelles de progression, de purification, relèvent vraiment de l'âge sombre. Elles sont vraiment une perte d'argent, d'énergie. Un jour, elles disparaîtront complètement et à ce moment-là, peut-être aura-t-on moins besoin de cataclysmes pour se réveiller. Donc finalement, toute la merde qui arrive, c'est des coups de pied au cul pour qu'on ouvre un peu les yeux, quoi. Hein, si j'ai bien compris. Et je peux pas résister, je vous lis le paragraphe suivant parce que c'est encore plus hardcore. Donc, par vos propos, vous pourriez faire scandale. Donc là, effectivement, il vient quand même de dire que la guerre est une chance, ça va nous ouvrir les yeux, etc. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc effectivement, ça peut paraître assez choquant. Donc par vos propos, vous pourriez faire scandale. Ce qui est scandaleux, c'est de faire croire à des gens que, par des exercices, ils iront mieux et que leurs interrogations profondes s'apaisera. C'est de faire croire qu'en suivant telle thérapie, en adoptant tel concept, tel vêtement de telle couleur, en mettant sur un mur ou en pendant à leur cou une image de gourou à la mode, cela va amener un questionnement profond. C'est cela la charlatanerie. La vraie vie, c'est de faire face à l'instant. Les différentes possibilités de conflit s'expriment dans le monde, vous leur faites face. Vous regardez ce que cela touche en vous. Vous regardez ce qu'est la mort, la destruction. Ainsi on se rend compte où on en est. Quand votre maison est détruite, quand votre corps est brisé, quand votre famille est éliminée, vous vous apercevrez à quel point vous êtes libre ou non de vous-même. Mais s'asseoir dans une chambre à faire du yoga, à mâcher 100 fois une bouchée de riz complet, évidemment on s'en porte très bien, mais il n'y a aucun questionnement, c'est une vraie calamité. Donc en fait, ouais, si je reprends ce qu'il dit, si j'ai bien compris, ça rejoint vraiment cette métaphore de l'élastique dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, avec cette idée que la vie vous met en tension, et soit ça pète, soit ça se résorbe, soit ça se détend en fait. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, une vie qui est pas assez intense, elle va jamais vous faire grandir, quoi. Et la vie, normalement, va vous amener les événements qu'il faut pour vous faire grandir. D'ailleurs, il le disait aussi, hein, il dit votre seul enseignant, c'est la vie. Vous apercevrez à quel point vous êtes libre vous apercevrez à quel point vous êtes libre ou non de vous-même.
Donc c'est ça, c'est dans vraiment les difficultés de la vie, là où c'est extrêmement dur, comme je dis, on voit où on en est. Ainsi on se rend compte où on en est. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas affecté, qu'on n'est pas touché, mais c'est justement que toutes ces émotions qui émergent vont nous renseigner sur d'où on en est, quoi. Voilà, donc quelles émotions en ce moment? Bah, c'est vrai que c'est un peu l'angoisse quand même. Je suis obligé d'admettre, on vit une période un peu angoissante. Et donc là, comme je disais la dernière fois, je pense vraiment qu'il faut faire les choses par amour. Et c'est hyper compliqué de se motiver à faire de l'argent. Et en plus, est-ce que faire de l'argent, c'est vraiment le truc qui va nous mettre à l'abri? Est-ce que on sait très bien que les banques ils peuvent piquer sur nos comptes comme ça, paf, ils l'ont déjà fait. Est-ce que vraiment, voilà, est-ce que l'expatriation aussi c'est la solution? Tu te retrouves dans un pays où tu connais pas la langue. Moi, j'ai vécu à l'étranger pendant 6 ans. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile de créer des liens forts avec des gens qui parlent pas ta langue. T'as pas les mêmes références culturelles. Faire de l'humour dans une langue étrangère, c'est le niveau le plus difficile. Donc déjà, tu te coupes d'un truc quand même énorme. Enfin voilà quoi, c'est compliqué. Donc moi j'ai misé, comme je disais la dernière fois, sur la compétence dure. Je pense qu'il y aura toujours besoin de gens qui sont dans la plomberie, la maçonnerie ou autre. Euh, voilà les compétences techniques. Des gens aussi qui ont un esprit technique, d'accord? Ils regardent un objet technique, ils comprennent que voilà, il y a des organes, il y a une synergie, il y a une harmonie, il y a des trucs, et puis même s'ils connaissent pas l'objet en lui-même, ils arrivent quand même. Voilà, ce type de fonctionnement mental, je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'utile. Combiné avec ce communautarisé, ce que je commence à faire, voilà. Voilà. Après moi je vis déjà à la campagne, bon, voilà, j'ai un travail honnête. Euh, voilà, j'essaye de mettre. Je reste avec ma femme malgré les difficultés de couple que j'ai. Je suis pas encore barré de la maison, voilà, je reste parce que voilà, j'ai 3 enfants. J'essaye d'assumer des principes de réalité. Et c'est vrai que les émotions qui émergent, c'est un peu fluctuant. Et voilà. Heureusement, il y a KB le soir. Je suis trop fanboy en ce moment. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce mec. Je sais pas, j'aime bien sa sincérité. J'adore son humour. Il est vraiment très drôle. Il improvise des trucs comme ça. Tac, c'est vraiment bon. Ses canulars téléphoniques sont excellents. Euh, ouais, j'aime beaucoup ce gars-là. Ouais. Bon allez, j'arrête de faire le fanboy. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Euh, j'ai d'autres réflexions aussi sur un peu l'aspect plus de musique, etc. Mais bon, ça peut attendre. Voilà, je vous souhaite bon courage pour tout, les difficultés que vous traversez ou pas. Je vous souhaite vraiment d'être le plus heureux possible. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.